Bonjour à tous. Du coup, cette présentation est un peu particulière dans la mesure où on ne sera pas directement centré sur l'analyse de l'impact du changement climatique sur telle ou telle caractéristique de l'environnement du bâtiment et sur les modalités d'adaptation. L'idée ici, c'est plutôt de dézoomer un petit peu et de s'intéresser à la manière dont l'adaptation, la thématique de l'adaptation, est intégrée et traitée au sein des travaux de prospective quantitative et qualitative. Alors, en quelques mots, qu'entend-on par prospective? Donc on a différentes définitions, avec des périmètres qui peuvent être variables, mais tout ont en commun, ça regroupe en fait l'intégralité des démarches qui visent à explorer, à anticiper différents futurs, afin d'appréhender leur diversité, de s'y préparer dès maintenant. L'idée, c'est de se projeter dans le futur afin d'éclairer les choix et les décisions présentes. L'idée ici, ce n'est pas d'avoir la prétention de deviner ce qui va se passer, de faire de la prévision. On n'a pas de boule de cristal et on sait que c'est bien impossible, mais oui, d'explorer de grandes alternatives, de grands scénarios, afin de se projeter dans ces différentes situations et d'étudier la vulnérabilité de telle ou telle dimension, tel ou tel secteur à ce qui peut se passer. Ces démarches ont vocation à permettre notamment d'identifier, d'anticiper les évolutions probables, d'explorer les implications de ces différents futurs, d'analyser les mécanismes qui mènent à telle ou telle alternative, et puis d'évaluer les dispositions qu'on peut mettre en place pour essayer de parer à l'occurrence de tel effet ou tel autre effet qui peut être évalué comme négatif. Si la prospective se révèle être une démarche utile en général, elle est d'autant plus intéressante pour le secteur du bâtiment. D'autant plus intéressante dans le secteur du bâtiment, puisque c'est un secteur qui doit faire face à une triple transition, environnementale, énergétique, démographique et numérique, comme les autres secteurs, mais qui est caractérisée par une certaine inertie, notamment liée à la durée de vie des bâtiments et puis à leur grand nombre. Du coup, on a un intérêt particulièrement prégnant pour le secteur du bâtiment, d'application de la prospective au secteur du bâtiment. De ce fait, LCSTB a un projet dédié à la prospective, un projet transverse, qui est organisé autour de deux grandes branches, de la prospective qualitative d'un côté, qui notamment repose sur des travaux de comité, qui sont des travaux partenariaux, on y reviendra un peu après, et puis des travaux de prospective quantitative qui visent surtout à la modélisation de l'évolution du parc de logement à des horizons de moyen terme ou de long terme. La thématique de l'adaptation, elle est particulièrement liée à la prospective. L'adaptation renvoie en réalité au bon appariement entre le bâtiment et son environnement dans lequel il est plongé. Cet appariement, il doit permettre d'assurer notamment la sécurité et le bon confort des occupants du bâtiment. Or, on sait que le changement climatique va venir modifier progressivement l'environnement et générer un certain nombre d'effets négatifs sur le bâtiment, sur ses occupants. Étant donné la durée de vie des bâtiments, les coûts importants des travaux, le nombre considérable de bâtiments, la dimension finie du nombre d'entreprises qui peuvent réaliser des travaux, se pose nécessairement la question de la manière d'anticiper et de planifier dès maintenant les mesures de travaux d'adaptation et puis leur implémentation. Cette affaire, elle est rendue complexe en raison d'un certain nombre d'incertitudes. On en a identifié 4. La première tient à l'évolution de l'environnement des bâtiments au cours du temps. Et ça renvoie notamment à toutes les questions de prospective climatique. On a une deuxième grande incertitude qui tient à l'impact de ces variations de l'environnement sur le bâtiment et sur ses occupants. C'est un sujet qui est d'autant moins trivial que les occupants peuvent partiellement s'adapter physiologiquement. La troisième incertitude, elle touche plutôt aux mesures à mettre en œuvre et à comment anticiper les mesures qu'on peut mettre en œuvre dans un horizon temporel dans lequel on peut avoir des innovations technologiques. Et aux incertitudes qu'on va avoir dans la mise en œuvre des mesures d'adaptation, on doit faire face à l'incertitude première, à l'incertitude de l'évolution de l'environnement, et donc on se pose la question de comment traiter, quel niveau d'adaptation on va viser sur chacun des bâtiments
et quel niveau de risque on va accepter quant à l'atteinte ou non des objectifs. Enfin, dernière incertitude, quelle trajectoire d'adaptation pour le parc de logements au cours du temps, comment on peut réussir à planifier cette adaptation dans le temps et quels seraient les obstacles et le levier qui permettraient ou non d'atteindre un niveau d'adaptation suffisant. Donc au croisement de ces 4 grandes incertitudes naissent un grand nombre de scénarios possibles qui vont varier en fonction du niveau d'adaptation et de la qualité de l'adaptation du parc bâti en 2050 ou en 2100. Ainsi, en fait, il apparaît que la majorité ou la totalité des travaux qui sont présentés ici aujourd'hui intègrent nécessairement une dimension prospective, qui sont majoritairement centrés sur les 2 premiers aspects, les 2 premières questions, la question de la prospective sur l'évolution de l'environnement et la question des impacts sur le bâtiment et sur les occupants. Par ailleurs, dans les travaux de prospective dédiés à la prospective à proprement parler, on n'a aucune étude qui est directement dédiée à l'adaptation. On a, oui, en quantitatif ou en qualitatif, aucune étude centrée sur la question de l'adaptation en tant que telle, mais on retrouve cette thématique de manière transversale au sein des différents exercices qui ont été réalisés par le passé ou qui sont en cours. De par la nature des travaux qui ont été menés et qui sont menés, l'adaptation elle est plus souvent abordée au travers de la 4e problématique évoquée précédemment, qui renvoie en fait à cette question des conditions de bonne réalisation et de réalisation d'une trajectoire qui permettent, en 2050, d'avoir un parc qui soit complètement adapté. Dans ce cadre, l'idée ici, c'est d'aborder rapidement la manière dont la thématique de l'adaptation est traitée dans un certain nombre de travaux prospectifs menés au CSTB, et puis d'en tirer un certain nombre d'éléments de réflexion, d'éléments de débat, notamment à destination de la table ronde qui aura lieu un peu plus tard dans l'après-midi. Première étude abordée, donc on va voir la manière dont traiter l'adaptation dans 2 études qualitatives et puis dans les études quantitatives, dans la modélisation prospective. Première étude qualitative, c'est imaginons ensemble les bâtiments de demain. Il s'agit d'une initiative menée par l'ADEME et le CSTB entre 2020 et 2022 et qui s'intéresse à l'évolution globale du secteur du bâtiment à l'horizon 2050. C'est une démarche partenariale. Une démarche partenariale qui a reposé notamment sur l'organisation de comités d'experts qui regroupaient différents experts du secteur, de différentes entreprises, différents acteurs, et puis un comité des partenaires qui orientait les travaux. Ces travaux-là, c'est des travaux qualitatifs, donc qui ne sont pas directement appuyés sur de la modélisation, ce qui permet en fait de s'ouvrir à des possibilités qu'on n'arrive pas à modéliser pour le moment, et c'est des travaux qui sont organisés en 3 phases. L'identification d'un certain nombre de facteurs clés, facteurs qui sont plus susceptibles d'impacter l'évolution du secteur du bâtiment à 2050, une analyse rétrospective et prospective de ces facteurs, et puis après l'élaboration d'un certain nombre de scénarios, de manière à avoir des scénarios qui soient contrastés, qui soient complets, qui soient cohérents. Dans cette première étape, dans cette première étude plutôt, au niveau des facteurs clés, l'adaptation, elle n'apparaît pas explicitement. Mais on retrouve des thématiques associées à l'adaptation et qui posent des questions quant à la bonne réalisation des trajectoires d'adaptation de 4 manières, en tout cas associées à 4 types de facteurs clés. On a une première question qui touche à la mobilisation autour de la problématique de l'adaptation, la mobilisation, donc à la manière dont l'adaptation du parc de bâti est portée par les acteurs privés et les acteurs publics. On a ici notamment tout ce qui va toucher aux politiques environnementales, politique du logement, politique de l'urbanisme, politique technique, et puis à la répartition à l'échelle locale, à la question du périmètre dans lequel, de l'échelon en fait, territorial à laquelle ces questions sont traitées. On va avoir des thématiques qui sont liées au financement de l'adaptation du parc et aux modalités de financement. Ici, on va avoir des questions qui sont liées à l'évolution du revenu des ménages, à l'évolution de la propriété, qui possède les logements au cours du temps, quel type d'acteurs, quelle facilité ou non pour financer ces travaux, quelles solutions techniques et comment réaliser ces travaux. Ici, c'est beaucoup de questions qui viennent interroger le dimensionnement de la filière, les questions d'ordre
techniques et technologiques, de quelle manière on réalise ces travaux d'adaptation. Et puis, des modalités qui viennent interroger d'autres possibilités d'adaptation, d'autres options d'adaptation, et notamment la répartition de la population à l'échelle nationale. Est-ce qu'on doit prendre en compte dans nos réflexions de potentiels comportements d'adaptation dans le choix de localisation des ménages, et puis potentielle nouvelle localisation des ménages qui prend en compte le changement climatique. À partir de ces facteurs clés, ont été développés 4 grands scénarios. Alors, je ne vais pas les développer très fortement ici, mais l'idée, c'est qu'on a un scénario qui s'appelle le scénario pénurie, qui est caractérisé par le fait qu'une ou plusieurs ressources clés viennent à manquer dans le secteur et du coup viennent handicaper les capacités de transformation du parc du secteur. Un scénario qui se voulait tendanciel jusqu'à il y a peu, qui s'appelle difficile de tout faire, et qui est caractérisé par une difficulté des acteurs à évoluer suffisamment rapidement pour répondre aux différents enjeux. Et puis, 2 scénarios, le scénario bâtiment comme service et le scénario rééquilibrage, qui sont 2 scénarios dans lesquels on atteint les objectifs 2050, mais de manière très différente. Bâtiment comme service, dans un contexte de métropolisation, de renversement des pratiques autour du bâtiment, et notamment du fait que les ménages décident davantage de voir un logement en location qu'en propriété, puis des investisseurs institutionnels qui prennent en charge la transformation du parc, et puis rééquilibrage, un scénario dans lequel la population se répartit autrement sur le territoire et où on a beaucoup d'efforts de sobriété, de frugalité. Si on veut les relier au scénario de l'ADEME, difficile de tout faire, ça peut être le tendanciel ou ça peut être le scénario S4 en fonction de l'atteinte ou non des objectifs de décarbonation. Bâtiment comme service, on aurait tendance à le lier au scénario S3 et puis rééquilibrage au scénario S1 ou S2 en fonction du niveau de sobriété, de l'importance qui est donnée à la sobriété dans le scénario. On se retrouve dans chacun de ces scénarios avec des niveaux et des qualités d'adaptation du parc très différentes en 2050. Dans difficile de tout faire, on n'atteint pas les objectifs, on a un sous-investissement qui est lié au peu de ressources de ménage, à des comportements attentistes des investisseurs institutionnels, du secteur tertiaire en général. Et on a l'émergence d'un parc dual, une fraction qui se révèle adaptée, le neuf, le parc des investisseurs institutionnels, une partie du parc social, et toute une autre partie du parc qui est fortement dégradée ou inconfortable. Dans bâtiment comme service, on atteint les objectifs, on a un parc qui est globalement adapté au changement climatique en dehors de quelques zones rurales. Ça s'est fait beaucoup par des rénovations et la démolition-reconstruction des travaux financés majoritairement par des nouveaux acteurs qui sont venus en propriété du secteur du logement, des bâtiments, logements et bâtiments tertiaires. Techniquement, c'est des solutions qui sont plutôt actives, technologiques. Il y a de l'isolation, mais il y a un recours à la climatisation, aux îlots de fraîcheur, aux réseaux de rafraîchissement. Dans rééquilibrage, on a des rénovations massives du parc existant qui sont massivement financées par les pouvoirs publics et un exode urbain qui fait qu'on a un parc qui est globalement adapté au changement climatique, mais davantage au travers de solutions passives et de végétalisation. Et dans pénurie, on se retrouve dans une situation dans laquelle, pénalisé par la raréfaction de ressources matérielles, de ressources humaines, de ressources de financement, on a un parc qui est très mal adapté, des stratégies qui sont réalisées à l'échelle individuelle plutôt que collective, et du coup une obsolescence d'une large partie du parc qui mène à un état de délibération croissant du parc de logement et l'émergence de situations de précarité énergétique des terres. Dans le cadre d'une deuxième... Il vous reste 2-3 minutes. Très bien, je vais un tout petit peu plus vite. Dans le cadre d'une deuxième étude prospective plus qualitative, celle-ci elle est en cours, elle concerne la consommation de ressources matérielles du secteur du bâtiment et de l'immobilier à 2040. On rendra ses résultats en septembre. On vient interroger d'autres questions qui sont associées à l'adaptation. La première question, dans le cadre de cette étude prospective, va résider sur l'impact du changement climatique sur les ressources matérielles, notamment ressources naturelles disponibles pour le secteur du bâtiment et l'immobilier, et comment le secteur peut s'adapter d'une certaine manière à cette modification des ressources, produits, matériaux, équipements qu'on peut utiliser pour l'activité du secteur.
et puis une question qui tourne autour de l'impact des modalités d'adaptation sur la nature et le volume des ressources qui sont utilisées par le secteur. En 1 minute, parfait. La question, comment on traite globalement sur la prospective quantitative la question de l'adaptation. Il faut juste garder en tête que sur la prospective quantitative, les travaux sont structurés autour du développement de modèles de simulation prospective, donc de modèles pour l'instant centrés sur les logements qui viennent projeter au pas de temps annuel l'évolution du parc de logements à 2050. On a différents types de modèles pour différents types de questions. Des questions d'optimisation, comment on fait pour atteindre à moindre coût une cible de réduction d'émissions de CO2, des trajectoires provisionnelles, comment on fait pour estimer l'impact des politiques publiques et des prix des énergies sur l'évolution du secteur de l'immobilier à 2050, puis des trajectoires exploratoires. On vient caractériser les différents impacts de différentes trajectoires de rénovation grâce aux avancées de nos collègues, notamment sur la modélisation du confort et de la QEI. On est en train d'intégrer ces dimensions-là dans ces modèles qui initialement étaient surtout développés pour les questions d'atténuation, de réduction des émissions de CO2. Et on a 3 questions qu'on est en train d'investiguer et qui nous semblent particulièrement intéressantes. La première qui touche aux approches intégrées dans les trajectoires de rénovation et qui vient interroger la manière dont on peut dès maintenant intégrer les différents enjeux, donc atténuation, mais aussi adaptation, puis d'autres thématiques, confort, santé, consommation de ressources, dans la planification des travaux de rénovation qui sont effectués jusqu'à présent, puisque on va avoir énormément de surcoûts, sinon en intégrant dans les travaux du bâtiment progressivement les différents enjeux. Donc on a un projet qui doit débuter sur cette thématique-là. Une question autour de l'impact des aides publiques sur l'adaptation du secteur du bâtiment et sur notamment les choix entre solutions actives et solutions passives. Et puis des questions autour de l'évaluation des trajectoires et la manière dont on peut valoriser les bénéfices, notamment en termes de santé, en termes de confort, pour réussir à déterminer via des analyses coûts-bénéfices le bon niveau d'adaptation. Parfait, merci Jérémy. C'est bon pour vous ? Alors, vous aviez 3 questions, on peut peut-être en prendre peut-être 2 ou 3. Alors, je ne sais pas déjà s'il y a des questions dans la salle. Non ? Est-ce qu'on a des questions sur le chat, Alexandra ? J'ai remis une question sur comment et par qui sont utilisés les résultats des études prospectives menées par le CSTB. C'est une question large, puisqu'il y a les différents types d'études. Si on part sur une étude qualitative, du type « Imaginons ensemble les bâtiments de demain », on a vraiment des utilisations qui sont faites par différents acteurs du secteur du bâtiment, des bailleurs sociaux, des aménageurs, bailleurs sociaux, aménageurs, des pouvoirs publics, des think tanks qui tiennent à leur propre stratégie ou à partir des scénarios ou des outils qui ont été développés pour réaliser ces scénarios. C'est des acteurs qui vont venir basculer de la prospective à la stratégie et donc s'interroger sur quelle est leur propre vulnérabilité à l'occurrence de telle ou telle hypothèse, tel ou tel scénario. Et du coup, on a vraiment des mobilisations qui sont très différentes, très hétérogènes de ces travaux-là, puisque finalement, c'est une boîte à outils qui doit pouvoir servir à n'importe quel type d'acteur pour se projeter dans le futur et évaluer son positionnement et les risques auxquels, les vulnérabilités par lesquelles ils sont touchés. Sur la question des modèles de simulation prospective, donc de la prospective quantitative, ça dépend beaucoup du type de modèle. Quand on est sur de l'optimisation, c'est des travaux qui vont avoir pour intérêt de définir des trajectoires qui sont efficaces, par exemple économiquement pour atteindre certains objectifs, mais du coup qui vont venir concerner prioritairement des gestionnaires de parcs, des gens qui possèdent leur parc de bâtiments, parce qu'ils sont à même de générer, de réaliser, de définir eux-mêmes leur stratégie. Quand on est sur des modèles de type prévision, comme Memphis, c'est davantage les pouvoirs publics ou des énergéticiens qui vont se poser la question de l'impact de tel ou tel scénario de prix des énergies et surtout dispositifs publics sur le marché de la rénovation énergétique, la quantité d'isolation, de développement de tel ou tel système de chauffage au cours du temps. Sur l'évaluation, c'est un modèle qu'on a encore en cours, donc on a moins d'expérience, mais l'idée c'est de se dire que c'est quand même censé orienter, donner des éléments éclairer, des éléments de décision pour des gens qui ont dans leur prérogative de transformer leur parc et qui sont limités par, comme tout le monde, des ressources qui sont limitées, qui vont chercher à atteindre des objectifs davantage éclairés par la simulation.